salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteur du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à la présentation du master spécialisé Data Protection Management et au métier de délégué à la protection des données, au métier de DPO, acronyme désormais bien connu, qui veut dire Data Protection Officer en anglais. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Xavier Strubel. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis professeur de droit du numérique, docteur habilité à diriger des recherches en droit privé. Je suis le fondateur du master spécialisé Data Protection Management que j'ai le plaisir de co-diriger avec Fabrice Matatia. J'ai publié des livres et des articles dans le champ du numérique et du droit d'auteur. Et ces dernières années, je me suis particulièrement intéressé comme objet d'étude et de formation au métier justement de DPO, parce que le RGPD n'est pas très explicite en la matière. Je suis, pour terminer, membre du comité technique observation de la fonction du DPO auprès de l'AFPA, qui a mené des enquêtes pour le compte du ministère du Travail. Alors pour ce webcast, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon collègue et ami Fabrice Matatia, qui co-dirige le MSDPM avec moi, et deux anciennes participantes, Yasmine Abada et Marie Gruson. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Je vais vous présenter rapidement, et bien sûr je laisserai compléter si vous le souhaitez. Donc je commence par Fabrice. Donc Fabrice, tu es ingénieur général des mines, tu es polytechnicien, docteur en droit, avec une thèse sur le droit des données personnelles, et depuis plusieurs années, tu es le délégué ministériel d'un grand ministère régalien de l'État. Tu es un auteur prolixe, puisque tu as écrit plusieurs livres de référence sur le RGPD et le droit des données personnelles, et puis tu as, depuis maintenant 4 ans, co-dirigé un code annoté du numérique, publié chez LexisNexis, qui en est à sa 4e version, c'est-à-dire la prégnance des normes numériques en matière de numérique. Et ton dernier livre, paru début 2024, est directement en rapport avec notre webinaire, puisqu'il est intitulé « Les outils de la conformité et du DPO ». Yasmine est juriste, elle vient tout juste de finir le MSDPM, c'était en février 2024, c'était la 6e promotion. Yasmine a effectué son année d'alternance chez Engie, qui lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée, et Yasmine est aujourd'hui juriste en protection des données chez Engie. Marie Gruson est aussi juriste de formation, elle est déléguée à la protection des données de la société APAV, qui compte plus de 14 000 collaborateurs. Et Marie est diplômée de la 5e promotion du MSDPM, c'était promotion 2022. Alors comment ce webinaire va-t-il se dérouler? Quel est le programme donc, qui va vous être affiché logiquement? Voilà le programme. Donc Fabrice Matatia va présenter dans quelques secondes le métier de DPO et vous expliquer pourquoi on peut envisager d'en faire sa profession. Je vais ensuite reprendre la parole pour présenter IMT Business School, donc, qui est la grande école de management de l'Institut Mines Télécom, puis le Master Data Protection Management. Je donnerai ensuite la parole à Yasmine et Marie afin qu'elles vous expliquent pourquoi elles ont choisi pour se former au métier de DPO, notre Master Data Protection Management, quel retour d'expérience elles en font, les cours qui les ont les plus marqués, s'il y en a eu, et quels sont, selon elles, les défis à relever pour exercer ce métier aujourd'hui et demain. Ces questionnements, évidemment, ne sont pas exhaustifs. Alors, ce webcast se veut participatif. Nous vous proposons, pendant toute la durée de cette réunion, de nous poser des questions. Vous avez un forum à votre disposition et nous essaierons d'y répondre dans la dernière partie de ce webcast. Alors Fabrice, je te passe la parole, puisque en tant que DPO d'une grande administration d'État, tu es bien placé pour nous parler du métier de DPO. Donc 10 minutes environ. Merci beaucoup Xavier, donc bonjour à tous. Donc comme tu l'as dit, je suis le DPO d'une grande administration, on peut le dévoiler, hein, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc je suis le DPO à la fois du ministère de l'Intérieur côté police et du ministère de l'Intérieur côté administratif, c'est-à-dire tout ce qui va être passeport, permis de conduire,
registre électoral, etc., etc. Donc, on a de quoi s'amuser. Alors que tu as eu la gentillesse de retracer rapidement ma carrière, donc en effet, je suis d'un substrat, à l'origine, je suis ingénieur. Et donc, moi, je suis parti de la technique pour arriver vers le droit, parce qu'on se rend compte avec la technique, notamment donc avec le numérique, que l'on peut faire potentiellement énormément de choses, mais que ces développements technologiques peuvent éventuellement se heurter à des encadrements juridiques, voire aboutir à des choses qui seraient interdites. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, par exemple, le règlement sur l'intelligence artificielle a été adopté au niveau européen aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a un cadre juridique qui va venir s'imposer sur tous les projets de développement d'intelligence artificielle qui ont lieu en Europe. Ça veut dire que les techniciens ne peuvent pas ignorer cela. Inversement, les juristes sont bien obligés de comprendre comment fonctionne la technique, s'ils veulent à la fois légiférer de manière pertinente, ou s'ils veulent appliquer dans les organismes, dans les entreprises, les, les développements technologiques qui soient de manière légale. Donc, c'est pour ça, en effet, que je m'étais lancé en 2006 dans une thèse de droit sur la protection des données personnelles, parce que cela me semblait indispensable par rapport aux différents développements technologiques qui avaient lieu à l'époque. À l'époque, donc en 2006, c'était encore un petit cercle de personnes qui s'intéressaient à ça. C'était pas encore tous les jours en première page des journaux. Donc depuis, voilà, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. J'ai participé aux négociations du RGPD il y a une dizaine d'années. Donc du coup, je sais d'où vient le texte que nous devons appliquer pour les données personnelles. Je sais aussi pourquoi il est aussi mal écrit et aussi incompréhensible. Et donc voilà, et depuis 6 ans, je suis le DPO du ministère de l'Intérieur, donc où j'ai l'occasion de pratiquer tous les jours. Et c'est là qu'on voit aussi que tu l'as souligné, le RGPD n'est pas très explicite, non seulement sur la fonction de DPO, mais également sur énormément d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai rédigé cet ouvrage dont tu as eu la gentillesse de faire mention tout à l'heure. Hop, je sais pas si on voit, voilà, le voilà. Ok. C'est parce que les recettes de cuisine, le comment ne figure pas du tout dans le RGPD. Les textes ne nous disent pas comment on doit faire. Et c'est là qu'intervient donc le métier de DPO. Alors c'est quoi un DPO dans une organisation? On va dire que un DPO, pour commencer, c'est un expert en données personnelles, donc c'est quelqu'un de compétent qui va conseiller l'organisme sur ce qu'il peut faire et sur la manière dont il va pouvoir le faire, qui va évaluer la conformité de l'organisme par rapport aux différentes réglementations. Il y a le RGPD, il y a la loi informatique et liberté, mais ensuite vous pouvez aussi avoir des réglementations sectorielles. Par exemple, si vous êtes dans le secteur de la santé, vous avez un certain nombre d'obligations spécifiques, aussi bien dans le code de la santé publique que dans la loi informatique et liberté. Si vous êtes dans le secteur bancaire, vous allez avoir d'autres obligations, par exemple en termes de lutte anti-blanchiment ou de financement du terrorisme, qui vont être dans le code monétaire et financier. Donc le DPO doit connaître les réglementations qui s'appliquent à son secteur afin de pouvoir à la fois donc conseiller et évaluer les traitements de l'organisme. Ensuite, le DPO va être l'interlocuteur des personnes extérieures, donc vous pouvez avoir les clients, les usagers qui vont poser des questions, et ça c'est le DPO qui va les traiter. Il est également l'interlocuteur de la CNIL. Et enfin, en interne, c'est aussi au DPO qu'il revient de faire toute la pédagogie pour expliquer aux différentes équipes internes et expliquer aussi aux dirigeants, pour commencer, quelles sont les règles à respecter. Donc de tout ce que j'ai dit, vous vous rendez compte que le DPO doit avoir toute une palette de compétences. Donc il doit être 50% juriste, 50% technicien, parce que la sécurité informatique fait aussi partie de son domaine, mais aussi 50% pédagogue, 50% diplomate, et on en oublie, enfin vous voyez qu'il a besoin d'avoir pas mal de compétences. Et c'est ça qui fait toute la richesse du métier, c'est-à-dire qu'on a énormément d'interlocuteurs dans l'organisme, depuis les plus hauts échelons jusqu'aux chefs de projet ou aux chargés de clientèle.
Et on doit expliquer à chacun quelles sont les règles à respecter. Et on est vraiment là en position de conseil et de trouveur de solutions. On n'est pas un empêcheur de tourner en rond, on est là pour trouver des solutions et pour permettre à l'organisme d'accomplir ses missions. On pourrait dire que le DPO, c'est un peu comme un médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous lui demandez conseil, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il soit compétent et qu'il vous fasse la bonne ordonnance. Le DPO, c'est un peu ça, c'est le médecin des données personnelles dans l'entreprise. Donc je disais que le DPO doit disposer de plusieurs compétences, et c'est dans cet esprit-là que nous avons bâti le master spécialisé. Comme on va le décrire dans ce qui va suivre, vous verrez qu'on a veillé à ce que tous les thèmes soient abordés afin que les diplômés puissent vraiment disposer de toutes les compétences disponibles. Donc je ne sais pas quelles sont les origines des différentes personnes qui assistent à ce webinaire, mais les études montrent que finalement, les DPO peuvent avoir des origines multiples. Ça n'est pas réservé à des juristes ou à des techniciens. Les statistiques montrent que dans les DPO, vous avez, mettons, en gros, 25% de gens qui sont d'origine juridique, 25% qui sont d'origine technicienne, et puis le reste, c'est-à-dire l'autre moitié, qui est d'autres origines. Donc ça peut être des administratifs, ça peut être des gens de la compliance, parce que finalement le métier de DPO est un métier qui vient se ranger dans le secteur de la compliance. Mais donc ça veut dire que quelle que soit votre origine, que vous soyez d'ailleurs en formation initiale ou en formation continue, grâce au programme qu'on a mis en place dans le MSDPM, vous allez pouvoir compléter votre panel de compétences pour pouvoir vraiment disposer de tous les savoirs nécessaires. Parce que personne, à la base, ne connaît à la fois la technique, le droit, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment prévu un programme qui couvre tous les aspects afin que, quelle que soit l'origine de nos étudiants, ils puissent à la fois consolider ses propres savoirs d'origine et acquérir les savoirs spécifiques nécessaires pour devenir un DPO. Je crois que j'ai tenu les 10 minutes, donc Xavier, je te rends la parole. Merci beaucoup Fabrice pour ton intervention. Donc le DPO en tant que médecin des données personnelles, c'est une belle image que tu as employée, parce que d'autres utilisent le DPO en disant que c'est le superman ou la superwoman de la protection des données. Je pense que en tout cas, ces images sont parlantes. Alors, je vais vous présenter maintenant rapidement l'Institut Mines Télécom Business School. Est-ce qu'on peut afficher la diapositive? Voilà, merci beaucoup. Donc, Institut Mines Télécom Business School, c'est la grande école de management, la grande école de commerce de l'Institut Mines Télécom. L'école est localisée à Évry, elle a un véritable campus, je vous envoie une partie à l'écran, campus qui est partagé avec une autre grande école de l'Institut Mines Télécom qui s'appelle Télécom Sud Paris. Alors, il faut savoir qu'Institut Mines Télécom Business School est l'une des 2 grandes écoles de management publiques en France. La plupart des écoles de management sont privées. Et l'écosystème d'Institut Mines Télécom est assez unique dans le paysage des écoles de management, puisque l'Institut Mines Télécom Business School appartient à un grand groupe d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui est l'Institut Mines Télécom. Et l'Institut Mines Télécom, c'est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui est sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique. Et l'Institut Mines Télécom compte en son sein 7 grandes écoles d'ingénieurs, parmi les plus importantes de France, dont Télécom Paris. Point important pour nos auditeurs, il faut savoir qu'IMTBS est régulièrement considéré, notamment dans le prestigieux classement de Financial Times, c'est le cas en 2023 encore, comme la première école de management pour la valeur ajoutée qu'elle apporte aux étudiants, c'est-à-dire le retour sur investissement entre le prix de la scolarité payée, qui est un des plus bas du marché, et le salaire de sortie de nos diplômés. Diapositive 4, si vous voulez bien. Alors, vous voyez sur cette diapositive quelques indicateurs chiffrés. Alors, je ne vais pas tout commenter. Ce qui est important de comprendre, c'est que Institut Mines Télécom Business School est une école à taille humaine.
1300 étudiants, c'est peu en comparaison de grandes écoles de commerce qui en comptent plus de 10 000. Ce qui est intéressant de relever, c'est aussi le ratio entre le nombre d'étudiants et le taux d'enseignants-chercheurs, 64. On peut citer également l'important nombre de partenariats internationaux que l'école a dans plus de 45 pays. Merci d'afficher la diapositive 5. Alors, IMTBS, depuis 1979, c'est la date de la création de l'école, c'est l'école des grandes transitions sociétales. IMTBS se positionne en effet comme l'école de l'intelligence digitale pour le bien commun. Alors, ces valeurs que vous voyez sur la diapositive sont l'audace, l'excellence, l'ouverture et la responsabilité. Nous venons d'avoir un nouveau directeur, justement, qui a dirigé l'école de management de Strasbourg, qui est l'autre école publique de management en France. Quelles sont les grandes forces d'IMTBS? Alors, je ne vais pas toutes les mentionner, mais je vais mettre l'accent plutôt sur la légitimité de notre école par rapport à d'autres écoles de management françaises qui se sont positionnées plus tardivement sur la formation des managers à la transformation numérique responsable des organisations. Et il en a ainsi qu'à la double culture manager-ingénieur, Fabrice Matakia y a fait allusion tout à l'heure, cette double culture, elle est nativement dans l'ADN de l'école depuis plus de 40 ans. Et cette caractéristique singulière se retrouve dans tous les programmes de formation de l'école. La gamme des programmes de formation d'IMTBS, vous le voyez sur la diapositive, est l'une des plus riches du marché. Elle va du bachelor, donc Bac plus 3, jusqu'au doctorat, Bac plus 8. Doctorat qui, IMTBS, est l'une des rares écoles de management à pouvoir délivrer, par exemple avec HEC ou l'ESSEC. Je dirige moi-même dans l'école 2 thèses de doctorat en droit des données personnelles. L'école dispose aussi de formations plus pointues, des masters spécialisés, qui sont accrédités par la conférence des grandes écoles. Et c'est bien le cas de notre master spécialisé que je vais maintenant vous présenter. Alors, le Master Data Protection Management, donc si on peut afficher la diapositive suivante, le Master Data Protection Management permet de répondre aux grands enjeux auxquels les organisations, entreprises, collectivités ou administrations publiques sont confrontées en matière de management de la protection des données personnelles. Alors, qu'est-ce qui singularise notre programme par rapport à des formations concurrentes? Ce sont les objectifs de la formation. Ces objectifs de formation, il y en a 2, qui sont les mêmes d'ailleurs depuis le lancement du programme en 2018. Le premier objectif est de former des DPO très qualifiés dont les organisations ont grandement besoin, parce que beaucoup d'entre elles sont tenues, en application du RGPD, de nommer un délégué à la protection des données. Le nombre de DPO nommés chaque année est en augmentation. Donc vous voyez en 2022, 31 757 DPO ont été désignés à la CNIL par 89 841 organismes, soit plus de 10% par rapport à 2021. Et le point important pour vous qui nous écoutez, c'est que le métier de DPO continue en 2024 à être très recherché par les recruteurs. Alors c'était vrai en 2020 déjà, puisqu'il y a eu une enquête de la célèbre plateforme LinkedIn qui plaçait le métier de DPO comme premier métier recherché sur la plateforme. C'était aussi indiqué par l'AFPA dans l'enquête publiée en 2022 sur le métier de DPO. Ce qui veut dire que les DPO bien formés, alors les diplômés ou certifiés, restent des ressources rares et bien rémunérées sur le marché du travail. Une circulaire récente, donc du 3 janvier 2024, de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, donne des fourchettes salariales pour l'embauche de DPO contractuels d'administration éloquentes et éclairantes. Pour quelqu'un qui a moins de 10 ans d'expérience professionnelle, les salaires proposés vont de plus de 83 000 euros et peuvent monter jusqu'à 107 000 euros. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif de notre programme est de permettre à nos étudiants d'exercer ou d'évoluer vers d'autres postes en matière de management de la protection des données. Alors, quel poste? Expert consultant en cybersécurité, juriste en protection des données. Je vais maintenant vous donner une vue d'ensemble de la formation.
Alors, le Master Data Protection Management est une formation supérieure, très professionnalisante. Le master est triplement accrédité, hein, comme tous les programmes d'IMTBS. Ces accréditations, eh ben, ce sont des labels de qualité et de confiance qui sont longs et difficiles à obtenir. Tel est le cas pour les accréditations ACSB, qui est l'accréditation américaine d'écoles de management de commerçants dans le monde, et tel est le cas aussi pour l'AMBA, qui est l'équivalent britannique. Et en France, le MSDPM est accrédité par la conférence des grandes écoles, qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Le Master Data Protection Management est une formation certes ouverte, mais aussi sélective. Alors, comment s'opère la sélection? Elle s'effectue sur dossier, donc CV, lettre de motivation, il y a aussi des entretiens, et puis une évaluation par des jurys, jury d'admissibilité et jury d'admission. Le master est un diplôme, hein, donc, qui est un diplôme de l'Institut Unicom Business School, mais qui est couplé avec une reconnaissance professionnelle, puisqu'il y a un titre RNCP, donc du Répertoire national des certifications professionnelles de niveau 7, qui est obtenu en même temps que le diplôme. La formation dure 1 an, elle compte 420 heures de cours qui sont étalées sur 11 semaines, sauf le mois d'août. Le programme du master est organisé en 2 semestres, hein, donc de septembre, c'est la rentrée de l'année en cours, et jusqu'à septembre de l'année suivante. Et pour être diplômé, nos étudiants doivent valider tous les modules, rédiger et soutenir une thèse professionnelle. L'équipe pédagogique, il faut en dire un mot, c'est un facteur différenciant par rapport à des programmes concurrents. Elle est duale parce que intervient dans le programme des enseignants-chercheurs, d'Institut Télécom Business School, mais aussi de Télécom Sud Paris, donc qui partagent notre campus, des universitaires et aussi de nombreux experts praticiens. Tous ces enseignants, qu'ils soient de nos écoles ou du monde professionnel, sont des spécialistes de la protection des données ou du numérique. Et par ailleurs, ça c'est un point important aussi pour vous qui nous écoutez, le MSDPM est une formation en alternance. Le rythme de l'alternance, qui est vraiment spécifique à notre programme par rapport à nos concurrents, c'est 3 semaines dans l'entreprise, donc pour 1 semaine de cours dans le locaux d'IMTBS à Paris, donc près du Châtelet. C'est un rythme d'alternance, je pense, qui est tout à fait convenable. Alors les contrats qui sont possibles, c'est tout à fait classique, hein, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation par exemple. Et comme missions qui sont exercées par nos alternants, Yasmine et Marie pourront nous en parler tout à l'heure, il y a par exemple DPO assistant, juriste en protection des données. Alors à qui s'adresse le Master Data Protection Management? Eh bien, notre programme est ouvert à un large public, quelle que soit sa formation initiale, dès lors que le candidat ou la candidate arrive à nous démontrer son appétence, sa motivation, son envie de travailler dans les métiers de la conformité, de la protection des données. Et donc, notre programme s'adresse à tous les étudiants, plus généralement aux professionnels, qu'ils soient juristes, informaticiens, ou qu'ils travaillent dans d'autres domaines, hein, comme le secteur de la compliance auquel faisait allusion Fabrice tout à l'heure. Le master est accessible à des étudiants, mais il faut avoir, comme tous les masters spécialisés de France, déjà un master 2 pour pouvoir candidater, même s'il est vrai qu'on peut recruter des étudiants de niveau 3, Bac plus 3 ou 4, dès lors qu'ils disposent au moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, quelles sont les compétences qui sont obtenues à l'issue de notre formation? Vous avez entendu avec Fabrice qu'il faut être pluricompétent. Alors, ces compétences, vous les voyez affichées sur la diapositive, hein. Donc elles sont plurielles, hein, donc superviser dès leur conception les différents programmes de traitement de données, incluant évidemment des données massives et l'intelligence artificielle, concevoir et piloter des programmes de mise en œuvre de conformité aux droits évolutifs des données, donc le RGPD bien entendu, mais également le futur règlement sur l'intelligence artificielle. Fabrice nous a dit, et c'est un scoop, hein, qui vient d'être adopté aujourd'hui, des compétences en matière de négociation, et puis des compétences aussi pour la gestion des crises, hein, qui peuvent évidemment arriver, hein. Le président de l'ANSSI, le directeur général de l'ANSSI, disait qu'il y a 2 types d'entreprises, celles qui n'ont jamais subi de violation de données personnelles, et puis les autres. Voilà. Et puis évidemment, dernière compétence que je mentionne, coordonner un réseau de correspondants à la protection
protection des données de l'entreprise. Diapositive suivante, merci. Donc là, on va parler plus précisément du programme du master, hein. Alors, je commence par le premier semestre. Donc, notre programme, d'une façon générale, est un programme de haut niveau, le plus complet, le plus polyvalent possible. Ce premier semestre traite de l'environnement des métiers du management de la protection des données. Il s'agit de permettre à nos étudiants de comprendre les enjeux, d'analyser les risques liés à l'exploitation des données. Alors, ce semestre, il a pour finalité d'acquérir les cours, les savoirs fondamentaux grâce à des cours de base. Et ces cours de base sont indispensables pour toute la durée du programme. Alors, quels sont ces cours? Je les mentionne rapidement, hein, je ne vais pas entrer dans les détails. Et, je répète que vous avez le forum, hein, pour poser des questions. Alors, cours de droit des données, en particulier des données personnelles, bien entendu, mais pas que, hein, puisque on parle aussi justement d'intelligence artificielle, on parle de réglementations qui sont à la frontière du RGPD ou qui sont à l'intersection avec le RGPD. Le programme du premier semestre compte un cours de management des organisations et des données. C'est un cours important, en particulier pour les juristes qui composent chaque année notre programme, hein, qui sont souvent béotiens en la matière. Le programme du premier semestre compte un cours de gestion de projet, hein, qui fait partie des compétences indispensables pour l'exercice du métier de DPO, un cours de cybersécurité, parce que Fabrice le disait, on est dans ce métier à 50% informaticien, il faut comprendre les notions et application des traitements informatiques et des données et leur sécurité. Un bon DPO ne doit pas simplement se contenter de dire le comment du RGPD, mais il doit être conscient des problématiques de monétisation des données. C'est pour ça qu'il y a un cours d'économie et usage des données dans ce premier semestre. Et puis, il faut savoir convaincre. Lorsqu'on est DPO, il faut savoir argumenter au-delà de l'incantation autour des sanctions prévues par le RGPD. C'est pour ça qu'il y a aussi un cours de pratique de la négociation et de la médiation dans notre premier semestre. Et puis enfin, la responsabilité sociale des entreprises est abordée au travers du cours d'éthique de la vie privée et de management responsable de données. Je passe la parole à Fabrice Matatia qui va nous présenter le deuxième semestre du programme. Merci beaucoup. Donc, si on peut avoir la diapositive suivante. Merci. Donc, dans ce deuxième semestre, on fait intervenir principalement là des praticiens, donc des gens qui tous les jours font leur métier donc de la protection des données personnelles et qui vont venir exposer chacun les différentes facettes. Pour commencer, par exemple, le management relationnel du DPO, c'est toutes les relations que le délégué va avoir avec les différents interlocuteurs. En premier titre, la direction générale de l'entreprise. Comme l'a dit Xavier, il va falloir convaincre la direction générale, il va falloir convaincre les différents membres du comité exécutif, il va falloir convaincre ensuite les chefs de projet, donc voilà, si on décline, de l'importance de respecter le RGPD. Il va aussi non seulement falloir les convaincre par la menace, tu as mentionné les sanctions CNIL, mais il va aussi falloir finalement travailler avec eux pour trouver des solutions. L'autre type d'interlocuteur, ça va être le sous-traitant, parce que très souvent, les données personnelles, on ne traite pas ça sur son propre ordinateur. Il y a des échanges avec des sous-traitants, il y a aussi des échanges avec des partenaires, avec des responsables conjoints, et tout ça va nécessiter tout un ensemble de contractualisation qu'il faut apprendre. Et enfin, le dernier interlocuteur, c'est la CNIL. Donc, personne n'échappe à la CNIL, on va dire. Nous sommes en contact quasi quotidien avec eux, mais finalement, même des métiers qui sont libéraux, par exemple, des médecins libéraux peuvent se faire contrôler par la CNIL. On a vu un certain nombre de cas ces derniers temps. Donc, savoir quels sont les différents services de la CNIL et comment est-ce que l'on va rentrer en relation avec eux, avec des modes de dialogue qui vont être différents pour chaque service de la CNIL. Ça fait partie du coup des intervenants. Et nous avons donc des membres de la CNIL qui vont venir nous présenter ça. Ensuite, nous entrons dans l'aspect méthodologie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le RGPD,
il vous donne un peu un objectif, il dit il faut arriver à ça, mais il ne vous dit pas comment. Donc là, dans cette partie-là, on va passer en revue les différentes obligations que les textes imposent et on va voir comment le faire. Sachant à la limite qu'il y a plusieurs manières de le faire, il n'y a pas une bonne manière, il y en a plusieurs. Et donc là, vous allez passer en revue avec les praticiens comment faire pour faire le fameux registre, comment faire pour faire la célèbre analyse d'impact, comment vous gérez les demandes des usagers ou des clients, comment vous gérez un projet. Donc tout ça, ce sont des points de méthodologie que vous pourrez ensuite transposer pour de vrai dans votre organisation. Ensuite, les techniques contractuelles, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on est bien obligé de mettre en place tout un arsenal de textes que l'on va, donc soit comme là les CGU, politiques de confidentialité, qui sont des textes d'origine interne et que l'on va proposer, voire imposer à nos usagers ou à nos clients. Et il y a également tous les textes que l'on va négocier avec les partenaires, avec les sous-traitants, avec les responsables conjoints, avec les différents destinataires des données. Donc tous ces textes, le RGPD nous dit juste qu'ils doivent exister, mais il ne dit pas comment les faire. Donc là, c'est ce que l'on va apprendre. Et enfin, dernier point, tout ce qui est transfert de données en dehors de l'Union européenne. Là aussi, ça nécessite un certain nombre de précautions et de garanties, y compris contractuelles. Et donc, on va voir, alors ça, c'est un sujet extrêmement évolutif. Sur ce dernier point, il faut vraiment se tenir au courant de l'actualité. Ça change de mois en mois. Et l'objectif de tout ça, c'est de garantir les droits et les libertés des personnes. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire au début, si on a mis en place tout cet édifice, toutes ces obligations, c'est pas juste pour le plaisir de faire de la paperasse, c'est parce qu'il y a un objectif fondamental derrière, qui est que les traitements de données personnelles peuvent menacer les droits ou les libertés des individus, ils peuvent générer des risques, et l'objectif va être de garantir ces droits et de limiter ces risques. D'ailleurs, il ne s'agit pas spécialement de menaces sur la vie privée, contrairement à ce qu'on entend souvent. J'allais dire, la vie privée n'a rien à faire là-dedans. Vous trouverez d'ailleurs pas le terme vie privée dans le RGPD. On va l'illustrer avec un exemple justement de chez nous, côté ministère de l'Intérieur, c'est le registre électoral. Donc si vous êtes électeur, vous avez vu le registre électoral que vous signez lorsque vous allez voter. Il y a dessus votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, et c'est visible par tout le monde. Et encore plus, n'importe quel électeur peut aller demander à consulter le registre électoral de n'importe quel bureau de vote afin de vérifier qu'il n'y a pas des faux électeurs inscrits à droite ou à gauche. Donc là, il n'y a aucune vie privée du tout dans le registre électoral, puisqu'il est ouvert à tous les électeurs. En revanche, il y a une question de droit de vote qu'il faut garantir. Le registre est là pour garantir l'exercice des droits de vote des citoyens et de la démocratie. Et donc, nous, ministère de l'Intérieur et moi, en tant que DPO, nous avons une obligation, afin de garantir ce droit de vote, c'est que le registre électoral soit exact, premier point, et ensuite que le jour du vote, il soit disponible. Si le registre électoral n'est pas disponible aujourd'hui, 13 mars, tout le monde s'en fout. Par contre, dans 3 mois, pour les élections européennes, il faudra qu'il soit disponible. Et donc notre objectif et tout ce qu'on va mettre en place, ça va être pour parer aux différentes menaces qu'il pourrait y avoir sur ce registre, qui ferait que le jour du vote, il serait soit falsifié, soit indisponible. Et ces menaces sur le droit de vote des citoyens ou sur la démocratie, on l'avait vu il y a quelques années avec l'affaire Clearview aux États-Unis, où on avait vu que des données numériques sur les consommateurs avaient été dévoyées pour essayer d'influencer les votes des électeurs. Donc on voit que tout ce que l'on va mettre en place là, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas pour le plaisir de la paperasse, c'est pour s'assurer que ça ne va pas être dévoyé et que ça va bien permettre
l'expression des différents droits des citoyens. Et enfin, le dernier point, c'était aussi ce que j'ai un peu évoqué au début, dans les spécificités sectorielles. Chaque organisme a un certain nombre de spécificités, que vous soyez donc dans la santé, dans la finance, dans l'administration, et même à la limite, si vous êtes dans l'armée, dans la défense, vous avez des obligations supplémentaires. Donc même l'administration, c'est pas un bloc. Donc vous avez sectoriellement un certain nombre de spécificités. Être le DPO d'une entreprise de jeux vidéo, c'est pas la même chose que d'être le DPO d'un hôpital. Et donc vous allez avoir des témoins de ces différents secteurs qui vont venir à chaque fois présenter, un par un, comment ils mettent concrètement en œuvre les obligations du RGPD dans leur entreprise ou dans leur organisme, avec toutes les spécificités sectorielles qui s'y appliquent. Et donc, il vous donne un témoignage de première main sur comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre concrètement. On sort de la théorie là et on entre vraiment dans le concret. Donc voilà ce qui fait une bonne partie du deuxième semestre, parce que dans le deuxième semestre, il y a quand même également d'autres activités. Et là, je rends la parole à Xavier pour compléter. Merci beaucoup, Fabrice, c'était très détaillé et très clair. Effectivement, le deuxième semestre comprend également d'autres modules importants, puisque notre programme, le Master Data Protection Management, s'inscrit dans un contexte d'économie mondialisée. Et notre programme comprend la participation à une conférence internationale, la Computer Privacy and Data Protection Conference, donc la CPDP. Et à ma connaissance, nous sommes les seuls aujourd'hui organismes de formation à proposer cela aujourd'hui. Alors cette conférence CPDP, elle est entièrement en anglais, elle se déroule chaque année non pas au bout du monde, je sais qu'on va en décevoir quelques-uns, mais à Bruxelles, c'est pas si mal comme ville. Elle se déroule au mois de mai. Elle regroupe beaucoup de participants, 1000 à 2000, qui viennent du monde entier. Donc, et la CPDP traite chaque année d'un thème en général d'actualité. En 2020, c'était l'IA. Cette année, ça aurait pu être l'IA aussi, d'ailleurs, à part que le titre de cette année, c'est plutôt du Shakespeare revisité, puisque, comme vous le voyez, c'est To Govern ou To Be Govern, that is the question. C'est le sujet de la conférence de 2024. Alors, les conférenciers, ça aussi, de la CPDP, ils viennent des universités mondiales les plus réputées, des universités américaines, mais pas que, mais aussi des grandes entreprises, et pas les moindres, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Par exemple, il y a 2 ans, il y avait Tim Cook, le PDG d'Apple, qui était intervenu en visioconférence. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis cette conférence internationale? Parce que ça va permettre à nos étudiants de participer à ce type de conférence internationale, de se constituer des contacts au plus haut niveau, à l'international, et donc de pouvoir échanger aussi avec des experts en protection des données qui viennent du monde entier. Et ça, dans une carrière professionnelle, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Alors le deuxième semestre comprend aussi un dispositif d'enseignement original que j'ai la chance d'animer, qui s'appelle la clinique du délégué à la protection des données. On file toujours dans la métaphore médicale, puisque je reprends ce qu'a cité tout à l'heure Fabrice. Alors, quelles sont les finalités de cet enseignement clinique? Ils sont de 2 ordres. Premièrement, permettre à nos étudiants d'assimiler le programme, qui est dense, tout en le pratiquant, non pas à partir de cas fictifs, mais à partir de cas qui sont directement posés par des startups, c'est notre cible principale, des startups qui sont souvent technologiques, qui viennent nous consulter, et avec lesquels on échange sur leurs problématiques, mais aussi des experts DPO. Le deuxième finalité, c'est de permettre justement à ces startups qui viennent nous visiter d'avoir un éclairage sur leurs problématiques de mise en conformité et d'échanger avec nos étudiants, étant précisé que cette clinique ne dispense pas des conseils écrits, puisque nous n'en avons pas le droit. Alors j'en ai terminé avec cette présentation du master spécialisé, et je passe sans plus tarder la parole à Yasmine Abada pour son précieux témoignage. Yasmine, merci Xavier. Donc merci Xavier, bonsoir à tous. Comme l'a indiqué Xavier juste à l'instant, donc j'occupe actuellement le poste de juriste en protection des données personnelles au sein du groupe ENGIE, et cela après y avoir effectué mon alternance dans le cadre du master spécialisé Data Protection Management.
Concernant d'abord mon parcours dans les grandes lignes, j'ai d'abord effectué une licence de droit, puis un master 1 en droit du numérique à l'université Panthéon-Sorbonne, puis ensuite un master 2 en droit des affaires à l'université Paris-Saclay. Donc je suis vraiment juriste de formation et purement juriste. Donc j'ai été sensibilisée ensuite à la protection des données dès ma licence et en particulier justement à l'importance de protéger les données personnelles dans un monde qui est de plus en plus numérisé et aussi interconnecté. Donc j'avais développé un intérêt pour le métier de juriste en protection des données personnelles et aussi pour celui de DPO, puisque comme l'ont indiqué Fabrice et Xavier, c'est un poste qui permet justement de sortir du droit pur étant juriste. Et donc comme ça a déjà été mentionné, ça permet de toucher d'autres compétences que le droit, comme les aspects techniques, donc cybersécurité, mais aussi les aspects managériaux, la gestion de projet, etc. Donc un autre point que j'ai pu aussi constater, c'est que le rôle de DPO, il est vraiment de plus en plus crucial dans les organisations avec justement ces réglementations. Mais aussi, je vois le métier de DPO comme un moyen, comme je disais, de combiner en fait mes compétences juridiques que j'ai déjà pour la plupart acquises avec des compétences plutôt transverses. Et donc, j'ai trouvé ça particulièrement enrichissant. Aussi, donc j'aimerais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce master spécialisé notamment. D'abord pour l'approche pédagogique qui est vraiment retenue de par voilà les projets de groupe, on en a parlé, mais les conférences sectorielles ou également la clinique du DPO qui est un vrai plus dans ce programme et aussi l'aspect international, donc notamment avec la conférence CPDP à Bruxelles, donc Xavier a parlé précédemment. Et donc pour ça, j'ai trouvé que le programme était très complet et qui permet vraiment de couvrir tous les aspects de la protection des données. Donc à la fois les aspects juridiques et aussi techniques, mais aussi de management, d'éthique et de gestion des risques également. Donc aussi, pourquoi ce master spécialisé puisque j'ai trouvé qu'en effet, il offrait aussi des opportunités plutôt pratiques donc par la réalisation de l'alternance. Donc pour ma part, si je peux parler de mon expérience, ça m'a vraiment permis d'appliquer mes connaissances dans un contexte réel, qui plus est un grand groupe international où ces problématiques sont vraiment quotidiennes. Et donc développer mes compétences vraiment qui sont essentielles, en tout cas pour réussir. Aussi pour les intervenants, je souhaitais avoir un mot dessus puisque j'ai constaté que c'était vraiment des experts qui sont vraiment reconnus dans le domaine, donc à la fois des universitaires, mais aussi des avocats, des praticiens, et bien sûr donc des DPO qui proviennent de différents secteurs, donc autant dans le privé que dans le public. On a eu d'ailleurs, donc comme vous l'avez évoqué, des conférences sectorielles, donc qui permettent d'avoir justement un éventail des perspectives et des domaines dans lesquels on pourrait, en tant que futur praticien, être amené à exercer. Ensuite, je citerai aussi ce que j'ai trouvé intéressant là dans ce programme, c'était en fait la compréhension des principes fondamentaux de la protection des données. Donc, on revient vraiment sur la base, donc le droit, etc. Mais comme je l'ai dit, donc des compétences pratiques. Donc, on a vu aussi avec le management, donc les pratiques du DPO dans son métier, la mise en œuvre aussi des mesures de sécurité, la gestion des incidents aussi. Mis à part voilà tous ces domaines-là, j'ai aussi développé une certaine sensibilité éthique. Ça, j'ai pu le constater cette année, et aussi une capacité voilà à m'adapter, à analyser différentes situations qui pourraient être disons présentes en tout cas dans mes pratiques. Aussi un autre point positif cette année, c'était la thèse professionnelle. Puisque justement, pour moi, ça a été vraiment une expérience extrêmement positive parce que ça m'a permis d'abord d'approfondir mes connaissances dans un domaine précis et ensuite appliquer ces compétences justement à des problèmes concrets. Donc, ça offre voilà la possibilité d'approfondir un sujet et aussi par la réalisation d'entretiens, etc. Donc, pour alimenter le travail de recherche, se créer quelque part un réseau dans un domaine précis. Oui, donc on n'en a pas vraiment parlé, mais je souhaiterais aussi souligner dans le cadre de la recherche d'alternance, parce que je sais que ça peut être un sujet problématique pour certains étudiants qui ont quelque part peur de ne pas trouver d'entreprise. Je souhaitais vous rassurer sur ce point-là, puisqu'en fait l'école, en tout cas j'ai constaté vraiment qu'il y avait un réel accompagnement de la part de l'école et une aide apportée, donc de nombreuses ressources qui sont fournies, notamment le Career Center.
Donc vraiment, c'est pas du tout une crainte qu'il faut avoir dans la recherche d'entreprise. Donc moi, pour la part, j'ai vraiment trouvé assez facilement l'entreprise d'accueil. Ensuite, toujours pour l'alternance, je voudrais vraiment souligner l'aspect positif du rythme qui est de 3 semaines, une semaine, comme l'a dit Xavier, parce qu'en fait, j'ai pu constater que c'était vraiment apprécié au sein de mon organisation, donc au sein d'Engie, mais je pense que c'est le cas pour l'ensemble des entreprises et des organisations publiques, d'avoir justement un réel suivi en fait sur les missions qui nous sont confiées au sein de l'organisation. Puisque contrairement à d'autres écoles où ça peut être un rythme de 3 jours, 2 jours, là on a vraiment un suivi sur l'ensemble de notre travail au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Un autre point, j'imagine aussi que ça peut soulever certaines questions, donc j'aimerais vous parler un petit peu de la gestion de la vie étudiante, professionnelle et aussi personnelle dans le cadre du master. Pour le coup, donc pendant ma formation, je pense que ça a été quelque part un défi de savoir jongler justement entre les différents projets, les échéances, etc. Mais je pense que vraiment, avec un minimum d'organisation et en mettant en place justement une certaine planification et justement essayer de s'y tenir un maximum et prioriser les tâches, je pense que vraiment cette difficulté peut être disons, estompée. Et j'ai aussi bénéficié, là je voudrais en parler aussi du soutien des enseignants, mais aussi de mes camarades. En tout cas, on s'est beaucoup rassurés entre nous. On a essayé un maximum de communiquer au sein de la promotion sur les difficultés qu'on rencontrait au fur et à mesure, etc. Donc, je pense que vraiment l'aspect positif, c'est la synergie groupe qui a été vraiment un point très encourageant, en tout cas dans le cadre de cette formation. Et aussi, ça m'a permis finalement de développer mes compétences en gestion du temps et en résolution de problèmes, puisque de toute façon, ce sera très utile dans ma carrière future. Aussi sur les évolutions professionnelles, comme dernier point, grâce à cette formation, comme je le disais dans ma présentation, j'ai pu intégrer le poste de juriste en protection des données personnelles chez Engie, et ce, à la suite de mon alternance. Donc, c'est vraiment le signe que on peut vraiment convertir une alternance en un réel poste, donc en CDI pour ma part. Et de manière générale, comme l'a déjà indiqué Xavier, il est possible d'intégrer donc une multitude de postes à l'issue de la formation, donc notamment consultant comme évoqué. Donc c'est le cas d'ailleurs pour certains étudiants de la promotion actuelle. Mais voilà, de manière générale, le marché de l'emploi est vraiment en notre faveur et les opportunités sont très nombreuses. Et donc, en conclusion, je dirais que je recommande fortement ce master spécialisé, donc à toute personne qui souhaite se spécialiser dans ce domaine, qui est en plus porteur et de plus en plus recherché. Voilà. Merci beaucoup Yasmine d'un très beau témoignage que vous nous donnez. Et donc je précise pour ceux qui nous écoutent que vous avez fait une belle thèse professionnelle sur les enjeux de l'identité numérique. Donc on va pouvoir vivre ça notamment avec les Jeux Olympiques. Et je passe sans transition la parole à Marie, qui a aussi fait une très belle thèse professionnelle, mais sur notre sujet. Alors Marie, à vous. Bonjour à tous, merci Xavier. Donc comme Xavier l'a justement rappelé, moi je suis actuellement déléguée à la protection des données du groupe APAV. Alors, en termes de parcours, donc ça va être un peu similaire à celui de Yasmine, puisque j'ai un parcours de juriste de formation. Donc j'ai effectué une licence de droit et à la suite, puisque j'avais une certaine appétence pour les nouvelles technologies, un master 1 et un master 2 en propriété intellectuelle et droit des affaires numériques. Et à la suite de ce master 2, en fait, en guise de stage de fin d'études, j'ai pu donc faire ce stage dans l'entreprise Editis, qui est une entreprise qui regroupe une 50aine de maisons d'édition. Et en fait, j'assistais le délégué à la protection des données dans ses missions. Et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les compétences nécessaires pour occuper ce poste. Alors, ça s'explique, enfin, je l'explique par plusieurs choses, notamment puisque les enseignements que j'avais pu avoir à la faculté de droit, c'était des enseignements qui étaient très théoriques.
Donc on avait vu finalement peu de choses en pratique et tous les aspects un peu sécurité, technique et même de management, j'avais pas pu les voir. Donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant de continuer en fait mon cursus scolaire et de trouver une formation qui complète finalement ce que j'avais déjà pu voir durant mes 2 années de master. Donc voilà, l'idée c'était de trouver une formation qui cumule un peu de juridique, mais beaucoup de techniques, enfin beaucoup d'aspects techniques et d'aspects management et gestion de projet. Alors, concernant le choix du programme, c'est très simple. Je suis allée sur Google et j'ai cherché parcours formation spécifique pour les DPO. Donc, je suis tombée directement sur le parcours de l'Institut Mines Télécom Business School. Ce qui m'a plu directement, c'est notamment le fait de pouvoir l'effectuer en alternance, puisque en fait, moi j'avais eu très peu d'expérience auparavant et donc le fait de pouvoir faire 1 an en alternance, c'était vraiment une plus-value pour mon CV à la suite. Également sur le fait que voilà, l'IMT est quand même une école qui est reconnue dans le milieu. Donc tous ces facteurs ont fait que je me suis dirigée vers ce Master Spé. Et notamment aussi, comme je l'ai dit précédemment, le fait qu'il mêle en fait des aspects juridiques, techniques et tous les autres sujets managériaux qui sont nécessaires en fait pour travailler en tant que DPO ou dans le domaine de la protection des données personnelles. Concernant l'année de formation, en fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte très rapidement qu'on avait quand même quelques étudiants qui étaient juristes de formation. Alors pour le coup, il y avait des juristes de formation, mais de tout domaine. On était quelques-uns à avoir fait des masters en protection des données, mais il y avait également des étudiants qui avaient fait totalement d'autres spécialisations en master 1 et en master 2. Et au-delà des étudiants qui avaient effectué un master en droit, on avait également des ingénieurs et des informaticiens. Donc finalement très très hétérogène. La chose que j'ai pu constater aussi, c'est que finalement la majorité des étudiants avaient trouvé en fait une alternance avant le début des cours. Donc ça pour le coup et puis il y a eu effectivement, comme l'a rappelé Yasmine, il y a eu un accompagnement de la part des intervenants pour nous aider en fait à trouver pour aider les étudiants qui n'avaient pas trouvé d'alternance à les aider à trouver une entreprise. Également, il y avait un petit stress concernant les cours. Alors là, je parle pour les personnes qui étaient techniciens, donc les informaticiens ou alors les ingénieurs, notamment sur le fait qu'on avait pas mal de cours juridiques. Donc ça les stressait un peu de savoir que on avait des étudiants qui ont un parcours de droit et eux, ils connaissaient pas trop le droit en fait de manière générale et on s'est tous rendu compte très vite dans l'année que finalement c'était pas aussi simple que ça. En fait, l'aspect très positif, c'est qu'au niveau des cours, tout a été très équilibré. On a eu toute une base juridique, mais finalement, on est tellement rentré dans le sujet que même les personnes qui n'avaient pas de connaissances juridiques n'ont pas eu de mal en fait à prendre ces cours-là. Et tout un aspect technique sur des sujets que nous, juristes, n'avions pas eu l'occasion de voir, ou alors très peu. Par exemple, on a eu un cours où on a appris à coder. Alors, appris à coder, c'est un gros mot, mais on s'est intéressé à comment est-ce qu'on peut coder sur un ordinateur. Également un cours de sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, des cours techniques, des cours juridiques, ce qui permet en fait de coller à tout type en fait de personnes. On avait aussi une hétérogénéité au niveau des âges. Donc ça, pour le coup, c'était très enrichissant. Ensuite, l'avantage également, c'est le fait d'être en petit comité. Alors quand je dis petit comité, c'est venant de quelqu'un qui a fait une faculté de droit. Mais petit comité, on était une vingtaine et en fait, ça permet énormément de faciliter les échanges, que ce soit avec les intervenants ou les étudiants. Notamment, en fait, ce qui a été très très sympathique, c'est le fait de pouvoir faire des retours d'expérience entre nous, puisque
en fait, on a tendance à penser que le métier de DPO, c'est le même partout, mais en réalité, pas du tout. Il s'adapte en fonction des cultures d'entreprise. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir partager entre étudiants, ça nous permettait de comprendre que dans certaines entreprises, tout ne fonctionnait pas de la même manière. Voilà. Ensuite, alors Yasmine l'a rappelé, le fait de pouvoir, enfin le fonctionnement 3 semaines, 1 semaine, il est très agréable, puisque, c'est un exemple, hein, mais notamment quand on a des exercices à préparer, ça nous permet d'avoir 3 semaines pour les préparer, ce qui est très bien. Donc moi je trouve que c'est un super rythme, mieux que 2 jours, 3 jours. Ensuite, j'aimerais revenir sur la qualité des cours. Alors, on a eu énormément d'intervenants et de professeurs qui sont passionnés par leur métier et très reconnus en fait dans leur domaine de métier. On a également eu énormément de travaux pratiques. Alors ça, pour le coup, moi, ça a changé ma vie puisque, comme je l'ai dit précédemment, j'avais pas du tout, en fait, j'avais que la théorie, sauf que malheureusement, on peut pas résumer le RGPD à son texte. Il faut pratiquer, voilà, il faut essayer de pratiquer. Et on avait des cours dans lesquels on a appris à créer un registre de traitement, effectuer une analyse d'impact, rédiger des clauses contractuelles type. Donc voilà, beaucoup de cours dans lesquels on avait des exercices pratiques super utiles pour le métier de DPO. Et ensuite, alors les 2 points moi, qui m'ont marqué, c'est donc le projet de clinique du DPO, puisqu'on accueille en fait des vraies personnes avec des vraies problématiques. Et ça, pour le coup, en termes d'enrichissement et d'apprentissage, c'est vraiment positif. Et évidemment, la participation à la conférence de Bruxelles, puisque ça nous permet de faire du réseau. Et en fait, on assiste en fait à des interventions de personnes qui sont très reconnues dans le domaine, et c'est passionnant pour le coup. Voilà. Donc oui, grande hétérogénéité des cours, des étudiants, beaucoup de cours pratiques, et tout ça, ça permet finalement d'avoir des bases solides pour pratiquer en tant que DPO. Donc tout ça pour dire que pour moi, en tout cas, le master, il a été décisif puisque ça m'a permis d'avoir le poste que j'occupe aujourd'hui, donc le poste de DPO dans un grand groupe. Et je pense je suis même sûre que je n'aurais pas pu accéder à ce poste-là sans le master spécialisé. Ce qui permet le master, il permet également d'apporter beaucoup de réseaux. En fait, de réseaux notamment puisque on garde des liens avec les intervenants, les camarades, les professeurs. Et c'est important de garder des liens quand on exerce dans un métier qui semble comme ça un peu individuel. Et enfin, quand on sort en fait de ce master spé, on se sent plus légitime à exercer en tant que DPO, puisqu'on a appris, on a appris beaucoup de choses, on a acquis plein de connaissances et de compétences acquises. Voilà. Merci beaucoup Marie, précieux témoignage là aussi, hein. Donc on va prendre tout de suite quelques questions, hein. Donc, 2-3 questions, je pense. Alors, je vais lire. Alors, bonsoir. L'aspect résistance au changement est-il abordé dans la formation? Souvent difficile à faire entendre selon les interlocuteurs. Alors là, contrairement à ce que j'ai dit au début de mon intervention, je vais plutôt prendre la parole puisqu'il se trouve que cet aspect de résistance au changement, il est abordé justement par ma collègue Lauréa Hiresh, qui est responsable du cours de management des organisations et des données. Hein. Donc c'est vraiment un sujet qu'elle traite c'est une spécialiste du management. Elle a exercé d'ailleurs aussi en pratique. Hein. Voilà. Et donc si Yasmine ou Marie veulent compléter, avec grand plaisir. Oui, la résistance au changement. Allez. Non, j'ai trouvé que le cours en effet de lauréat était très complet d'un point de vue conduite du changement, puisqu'on se rend compte qu'un certain nombre d'organisations finalement ne sont pas prêtes et n'ont pas encore implémenté une stratégie en termes de protection des données, parce que ça ne touche pas seulement les aspects juridiques et techniques, mais aussi de gouvernance. Et donc j'ai trouvé très intéressant les aspects abordés dans ce cours-là, qui finalement m'ont réellement aidé à mesurer à quel point justement l'introduction de la stratégie, en tout cas en matière de protection des données personnelles, était nécessaire
et à quel point certaines organisations confrontées à ce changement étaient potentiellement, disons, avaient des difficultés. Et donc, c'est vrai qu'un certain nombre d'outils nous ont été communiqués par lauréat et j'ai trouvé qu'ils étaient tous très pertinents. Marie, vous voulez ajouter ou pas? Oh, oui, alors je pourrais dire qu'effectivement, en fait, alors moi, ça a été une grande nouveauté parce que je ne savais pas ce que c'était la gestion de projet. Et pour le coup, ça a eu un impact positif. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que le cours que Lauréat nous a donné, il est utilisable et il est très utile surtout. Il est très utile parce que effectivement, c'est un des gros sujets, la conduite du changement, quand on parle de RGPD et de protection des données. Merci, on va prendre une autre question. Alors, merci pour ce webcast. Donc, merci à ceux qui ont posé la question. Alors, le Digital Service Act, effectivement, dans notre règlement européen, est-il abordé durant la formation au-delà du RGPD? Je vais peut-être laisser Fabrice, moi je vais répondre et je reviendrai peut-être aussi sur le sujet. Fabrice, est-ce que tu veux aborder la question, puisqu'on a prévu quelque chose sur le sujet? Alors, globalement, c'était ce que je disais sur le fait qu'il n'y a pas que le RGPD ou la loi informatique et liberté à connaître, mais qu'il y a tous les textes qui peuvent graviter autour et qui sont nécessaires pour un DPO. Donc, dans le Digital Services Act, le DSA, il va lui aussi mettre en place toute une organisation, il va lui aussi mettre en place un certain nombre d'exigences, mais ce n'est pas nécessairement au DPO de s'en occuper. Donc c'est là la différence entre notre master spécialisé et un cours de droit du numérique généraliste. C'est que nous, on est quand même très axé sur le DPO et sur ce qui va être utile au DPO dans son métier. Donc a priori, le DPO, c'est pas lui, naturellement, qui doit mettre en œuvre le DSA. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas enfin, sauf évolution de la maquette dans les années à venir, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de cours spécial DSA, et DMA non plus d'ailleurs, tant qu'on y est, dans le cursus actuel. Maintenant, ça n'empêche pas de l'évoquer, et ça n'empêche pas également si un étudiant a besoin de savoir, a besoin d'avoir une réponse sur le DSA, parce qu'il est confronté à un cas particulier, en effet, il peut tout à fait interroger l'équipe enseignante là-dessus. Donc là, on pourra faire une ouverture là-dessus si besoin. Oui, je complète rapidement. Ça peut être un sujet de thèse professionnelle. D'ailleurs, il y a une étudiante de la promotion 7 qui en fait sa thèse professionnelle. Hein. C'est l'articulation éventuelle entre le DSA et le RGPD, hein. Sachant qu'il y a un principe de primauté du RGPD sur les autres règlements européens, hein, qui traitent comme celui de l'IA sur les données personnelles. Voilà, donc, et puis Fabrice, on a prévu aussi, me semble-t-il, une conférence sectorielle sur les implications pour le métier de DPO de ces règlements dont le DSA fait partie. C'est ça, donc ce sera en effet une conférence qui est nouvelle. Donc c'est vrai que Voilà, nos étudiants là n'ont pas pu en bénéficier à l'époque. Mais en effet, c'est vrai que tu as raison, Xavier, de le rappeler. On a introduit quand même une intervention sectorielle sur le sujet. Tu as tout à fait raison. Voilà. Alors peut-être une dernière question, puisque je ne veux pas trop abuser de votre patience. Alors comment voyez-vous évoluer, c'est la question, le métier de DPO d'ici les 5 prochaines années? Voilà, c'est une vaste et belle question. Je vais passer la parole à tour de rôle à Marie, Yasmine, Fabrice. Alors moi, ce qui me concerne, juste un petit mot très rapide, je pense qu'on ne va pas échapper aux conséquences de l'intelligence artificielle générative, notamment le fameux ChatGPT Mistral, la start-up française qui a levé 2 milliards chez Microsoft, au passage. Et donc, il y a à la fois peut-être un danger qui peut être perçu donc pour le métier de DPO, hein, parce qu'effectivement, l'automatisation de ce qui est exigé par le RGPD peut être fait par ces intelligences artificielles génératives, mais c'est aussi quelque chose de positif, puisque ces intelligences artificielles vont permettre de libérer du temps pour des fonctions, des missions, des tâches à haute valeur ajoutée que le DPO n'avait peut-être pas pu prendre sur une semaine de travail. Donc
aspect, un Janus à deux faces, l'intelligence artificielle, ça va impacter le métier de DPO. Je ne sais pas si Fabrice, Marie et Yasmine partagent ces vues. Fabrice? Oui, c'est tout l'aspect paperasse là, que j'évoquais au début, toute la paperasserie administrative qui est où il n'y a pas tellement de valeur ajoutée, ils vont passer énormément de temps là-dessus. En effet, si ça peut être fait automatiquement, sous réserve quand même qu'on contrôle que le résultat est valide et pertinent. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas se passer du DPO et d'un DPO compétent pour contrôler que ce que fait la machine est bon. Mais en effet, c'est intéressant que le DPO, lui, puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui va être notamment la, les parties, je pense, de négociation, parce que finalement, ce qui est le plus chronophage et le plus précieux, c'est au niveau relations humaines. On a des interlocuteurs à aller convaincre, on a aussi des concepts à leur expliquer, parce que tous ces concepts du RGPD, ben voilà, vous serez le seul dans l'entreprise à avoir suivi ce master. Donc ça veut dire que tous vos interlocuteurs ne comprendront pas de quoi vous parlez. Donc il y a tout un aspect là de dialogue avec les gens, et lui qui ne peut être fait que par un humain. Donc c'est là qu'on en revient à la primauté du DPO humain. C'est pas le ChatGPT qui expliquait ça aux différentes, aux différents étages de l'entreprise. Merci Fabrice. Marie, comment vous voyez le métier de DPO, alors chez APAV ou ailleurs, dans les 5 ans qui viennent? Ah, on vous entend pas. Tendance. Vous m'entendez pas? Oui, c'est C'est bon bon. là, c'est bon. Ok, super. En fait, je le vois évoluer dans un sens où on ne se limite plus en tant que DPO à vérifier pardon, l'application du RGPD et des lois, des lois relatives à la protection des données dans les pays, mais ça va plus loin. En fait, on a un métier qui est très transverse et du coup, tous les sujets qui vont avoir un trait, qui vont toucher à la protection des données personnelles, mais également à la réglementation, vont directement nous toucher. C'est le cas pour l'intelligence artificielle. On se rend compte que en fait, ça va être, alors, ça dépend des organisations, mais très souvent c'est le DPO qui va être affilié à ces sujets-là, notamment avec la sortie de l'IA Act. C'est la même chose pour par exemple NIS 2. On se rend compte que voilà, le DPO, le métier de DPO ne se limite pas juste à appliquer, vérifier la conformité au regard du RGPD et des lois relatives à la protection des données, mais ça va plus loin. Et ça évolue avec les usages et l'évolution des nouvelles technologies. Merci Marie. Yasmine, ce sera presque la Oui, conclusion. je pense que non, pour conclure, non, je rejoins ce qui a été dit par Marie, notamment sur le fait que le DPO ne va pas simplement se contenter, en effet, de veiller à l'application du RGPD, mais de l'ensemble des normes en vigueur et qui vont, je pense, d'autant plus trouver leur place et leur importance en entreprise, mais de manière générale dans toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, je pense qu'en effet, le DPO, d'ici 5 ans, aura encore plus de missions et une importance encore plus cruciale dans toute organisation. Donc c'est encore une raison de plus d'intégrer ce master, je pense. Voilà. C'est ce que je disais, hein, c'est le mot de conclusion. Donc, merci Yasmine, merci Marie, merci Fabrice. J'espère que nous avons su susciter votre intérêt pour les métiers de la protection des données et j'espère que vous allez peut-être vous porter candidate ou candidat pour intégrer la prochaine promotion, donc la 8e promotion de notre master. Et donc, nous avons un petit peu dépassé, donc nous prions de nous en excuser. Donc, si certaines interrogations sont restées sans réponse ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Ophélie ou d'Alain, dont les contacts vont s'afficher, je pense, dans quelques instants. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous et peut-être à bientôt dans la prochaine promotion du Master Data Protection Management. Bonne soirée.